Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, un des cofondateurs du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener en Normandie à la rencontre de Jean-Louis Louvel, cofondateur du groupe PGS, leader européen de la production et du reconditionnement de palettes. Jean-Louis nous fait le plaisir de revenir sur son parcours exceptionnel, ayant quitté l'école à 16 ans et sans diplôme, ce qui ne l'a pas empêché, à force de travail et de conviction, de devenir un entrepreneur à succès. Il partage avec nous l'histoire de PGS, passé d'une petite TPE à une ETI de plus de 700 personnes réparties sur 42 sites en Europe et aux États-Unis. Nous revenons ensemble sur les valeurs fortes, esprit d'équipe, valeurs travail, partage, qui animent Jean-Louis. Une histoire extraordinaire que j'ai le plaisir de vous faire partager maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Louis Louvel, fondateur et président du groupe PGS. Donc Jean-Louis, je te remercie beaucoup pour ton temps et pour passer cette petite heure avec nous. Bonjour Xavier, c'est toujours un plaisir de participer à tout ce qui peut contribuer à envoyer de l'optimisme dans notre pays et l'envie d'être entrepreneur. Surtout en ce moment, ça fait du bien. Alors la première question que j'aimerais te poser, Jean-Louis, ça serait est-ce que tu pourrais nous faire le classique pitch, c'est-à-dire nous présenter le groupe PGS, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, le nom de l'employé, où vous êtes basé? Très bien, donc nous, c'est une société qui a été créée en mars 1993, quand on avait à peu près 25 ans, moi et deux autres associés, on pourra en parler plus longuement tout à l'heure, où on a démarré dans le reconditionnement de palettes, un produit qui est pas très sexy, mais sur lequel il y a un fort potentiel, puisque c'est un produit indispensable pour la chaîne logistique. Donc de reconditionneurs de palettes, c'est-à-dire pour leur donner une seconde vie, on est devenu fabricant de palettes, et puis après scieur, donc c'est-à-dire notre matière première, scier, pour avoir des planches pour fabriquer nos palettes. On est aussi spécialiste de la relocalisation, de la location de palettes, implanté en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc, en Lettonie, en Ukraine et aux USA. Voilà. Aujourd'hui, c'est un groupe qui pèse près de 300 millions de chiffre d'affaires consolidé et qui représente environ 1000 personnes quand on a démarré à 3 en 1993. Du coup, vous êtes basé où, le siège social? Nous avons démarré en Normandie, à côté de Rouen, sur la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et nous sommes, comme on est très enracinés, on en parlera peut-être plus tard, entre notre pays et le territoire, nous sommes restés donc à Saint-Étienne-du-Rouvray. On reviendra un peu plus tard sur ces éléments. Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est parler un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à justement à créer cette société avec tes amis il y a plus de 25 ans maintenant. Comment tu as eu l'idée? Alors déjà, d'où je viens, et j'ai un parcours un petit peu atypique. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie d'apporter mon témoignage pour montrer qu'en France, même si parfois tout est complexe, plus complexe chez nous que dans d'autres pays, je pense notamment au niveau des normes, en tout cas on peut réussir, on peut entreprendre, voilà, sur un produit qui d'apparence n'est pas sexy. C'est-à-dire que mon parcours il est simple, j'ai arrêté l'école à 16 ans et un jour, l'âge légal. Donc, j'ai absolument aucun diplôme. Je dis souvent en rigolant que mon père aurait bien voulu que j'aie le BEPC de l'époque, et même le BEPC, ils n'ont pas voulu me le donner. A priori, mes résultats n'étaient pas en adéquation. Donc, j'ai fait plein de petits boulots parce que je suis issu d'une famille ouvrière. Mon père était ouvrier, une famille de 6 enfants. Donc, ma mère au foyer. Mon père avait connu la guerre, donc je suis le 5e de la famille. Donc, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale et très âgé. Et donc je suis havrais d'origine, et sur le Havre, alors pas autant aujourd'hui de la Renaissance, moi j'ai connu la période où pas grand chose se passait, et en tout cas économiquement, si on voulait du boulot, si on voulait pas travailler que dans le port du Havre, c'était la destinée à l'époque, si on remet ça il y a près de 30 ans, donc je suis arrivé à Rouen. Et c'est à Rouen, en travaillant pour un chef d'entreprise où je m'occupais de son service après-vente, qui m'a demandé un jour de m'occuper de ces vieilles palettes sur lesquels il recevait de la marchandise. Et c'est comme ça que l'idée première de créer notre petite entreprise démarrait avec 2 amis que j'ai été chercher. C'est le point de départ. C'était un choix de ta part de quitter l'école à 16 ans pour travailler? C'était parce que le système scolaire ne te convenait pas, ou c'était pour une autre raison? Il y avait 2 choses, c'est-à-dire en premier lieu parce que mon père qui avait pas fait d'études, etc., il avait dit de toute façon à 16 ans et un jour tu iras travailler. Donc il m'a dit ça déjà dès que j'étais tout jeune. Donc à partir du moment où il m'a dit ça, sincèrement, je ne me suis pas forcément intéressé plus que ça aux études.
à part l'histoire, j'affectionnais l'histoire, donc ça m'intéressait beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup non plus travaillé parce que mon père m'a pas stimulé là-dessus. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'a priori, j'étais un petit peu différent et je me retrouvais pas dans le cursus scolaire, la méthodologie aussi pour apprendre. Je pense que certains professeurs ont pas su me donner l'envie aussi, puisque d'ailleurs c'est une anecdote, autant que j'en livre quelques-unes aujourd'hui, c'est une bonne opportunité. Peu de gens le savent, mais par exemple ma dernière année, j'ai jamais redoublé, mais ma dernière année, j'étais dans la classe des CEP-PM. Hein, donc c'est la classe des rebuts de la société entre guillemets. On nous avait placés là. L'avantage, c'est qu'on n'était pas en surpopulation dans la classe. On était une quinzaine, voilà, mais c'était les CEPPN, c'était la classe des rebuts de la société, quoi. Et donc tu as quitté l'école à 16 ans, tu as fait plein de petits boulots, puis après tu te retrouves dans la société à gérer les flux de palettes pour cet entrepreneur, et donc là tu as l'idée avec tes amis de lancer une petite boîte comme ça. Oui, alors en fait, c'est le déclic. C'était pas inné que je devienne entrepreneur, mais en tout cas, je pense quelque chose qui était inné en moi, c'est que quand on sort d'une famille ouvrière, un salaire, j'ai toujours mangé à ma faim, mais quand on voulait quelque chose, ben, on savait qu'il fallait beaucoup travailler pour l'avoir. Hein, parce qu'on n'avait pas les moyens de l'avoir. Hein, on n'avait pas fait de grands voyages, ni de quoi que ce soit, etc. On partait en vacances, mais c'était vraiment limité en temps et dans les lieux où on pouvait aller. C'était pas facile. Et donc, ça, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça donne la niaque. Ça donne la niaque de vouloir s'en sortir, de pas vouloir justement être prédestiné au destin que beaucoup m'accordaient. Tu finiras ouvrier comme ton père, etc., etc. Bon, voilà, je me suis dit comment je peux faire. Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie de ceci, j'ai envie de bouger. Et donc, pour ça, j'ai appris la grande valeur. On en parlera des valeurs, mais que mon père m'a apprises. Par contre, en tant qu'ouvrier, c'est le travail et le travail. Donc, surtout quand on part de plus bas de l'échelle, au plus bas de l'échelle, faut travailler encore plus. Et donc, l'employeur qui m'avait demandé un jour de m'occuper de ses palettes parce qu'il recevait de la marchandise dessus en me disant, mais occupe-toi de les revendre. Et là, d'ailleurs, je me suis marré ce jour-là en me disant, mais qui va t'acheter des palettes qui ont déjà servi? Si tu veux, j'appelle une benne, c'est toi qui payes et tu vas les mettre dedans. Et à ce moment-là, il m'a dit, mais non, je sais qu'il y a des gens qui récupèrent les palettes. Donc déjà, ça m'a interpellé puisque moi, j'étais prêt à payer en fait une benne pour les mettre dedans. Et là, on me dit qu'il y a des gens qui rachètent des vieilles palettes qui ont déjà servi. Et comme c'était un bon gestionnaire d'ailleurs, parce que j'avais trouvé un de mes futurs confrères et concurrents, il m'a dit mais non, t'as qu'un devis, il m'en faut 3 minimum. Donc du premier, deuxième, troisième devis, ça m'a fait ma petite étude de marché. J'étais intrigué en me disant mais s'ils les achètent, c'est qu'ils les revendent, mais à qui? Bonne méthode si vous voulez avoir des informations. Les chauffeurs parlent beaucoup. Le jour où ce futur concurrent est venu chercher ce premier lot, c'est moi qui ai chargé le camion avec lui pour lui poser pas mal de questions. Voilà, de l'intrigue, à qui vous les revendez. Tiens, pourquoi celle-là, d'un seul coup, vous me dites qu'elle est cassée? Il est trié en même temps qu'il est chargé sur le camion. Et là, j'ai beaucoup appris, ce qui fait que la deuxième fois, 2 mois plus tard, il y a eu un deuxième lot de palettes. Évidemment, la marchandise continue à arriver. Et là, j'ai trouvé un industriel qui les a achetés. Et c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu le marché. Je me suis renseigné dans la grande distribution, des gens collectaient les palettes. Et comme on n'avait pas d'argent et je n'en avais pas, du coup, j'ai été chercher 2 amis, dont un, tout bêtement, parce qu'il avait passé son permis poids lourd à l'armée. Et comme je disais, il va nous falloir un chauffeur, mais j'ai pas les moyens d'avoir un salarié. Et donc, il s'appelle Gilles Herman. Il est toujours à mes côtés avec Michael Modugno, qui est arrivé par la suite. Les 3 amis sont toujours associés depuis mars 1993 ensemble. Et ils ont eu raison d'ailleurs de me faire confiance dans mon projet qui était fou. Hein. De la même manière, par exemple, le jour où il nous fallait un prêt de 20 000 francs en 1993, parce que comme on était jeunes et qu'on avait moins de 26 ans, on était susceptible d'obtenir une subvention de 60 000 francs. Mais pour l'obtenir, il fallait avoir ce prêt de 20 000 francs. Alors avec mes associés, mais on a fait un premier banquier qui a dit non, parce que en plus à cette époque-là, vous savez, si on remplissait pas les cases, c'est-à-dire vous venez d'où? Ok, famille ouvrière, pas de diplôme, pas d'argent, pas d'apport personnel dans votre projet, puis vous allez faire quoi? De la palette recyclée, des vieilles palettes. Ah, non, monsieur, je suis désolé, je peux rien pour vous. Donc, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Toujours un refus négatif. On en a fait 10, 15. On en a fait 16. Et le 17e, monsieur Doroth. Lui, il était différent, en fait, monsieur Doroth, parce que lui, quand il nous a accueillis, il a dit, expliquez-moi. Il n'a pas cherché à remplir des cases seulement. Il nous a dit, expliquez-moi d'où vous venez, c'est quoi votre projet, etc. Et on a commencé comme ça. À la fin de l'entretien, il a dit, waouh, j'adore votre enthousiasme. Je vais vous prêter les 20 000 francs. Et grâce à M. Doroth, avec les 20 000, on a eu les 60 000 francs de subvention. Avec les 80 000 francs, on a pu acheter un camion d'occasion et se lancer à 3. Voilà. C'est comme ça que l'histoire est partie. Ouais, c'est vraiment un début déjà qui était très particulier, on va dire. Et du coup, vous avez commencé dans la région ou comment vous avez commencé à trouver vos premiers clients
Alors, on a commencé sur Saint-Étienne-du-Rouvray, avec les problématiques d'ailleurs de jeunes entrepreneurs qui existent toujours. C'est-à-dire que il nous fallait un local, parce que là on parle d'industrie, il nous fallait un local avec beaucoup de terrain. Bon, je dis c'est pas un souci, on va le trouver. Sauf que il y a des agences spécialisées pour ça. Sauf quand vous n'avez pas d'argent et d'apport personnel et que vous faites attention au moindre centime de franc. En plus à l'époque, centimes de francs. Donc les agences nous disaient pas de problème, monsieur, je vais vous trouver, sauf qu'il va me falloir 3 mois de caution d'avance, un trimestre de loyer d'avance pour votre futur propriétaire. Et puis moi, mes honoraires, c'est 2 à 3 mois de loyer, l'équivalent de 2 à 3 mois de loyer. Et là, vous vous dites, bon, déjà, s'il faut que je trouve 9 mois de loyer, je les ai pas. Avant même de commencer, ouais. C'est ça, c'était très problématique. Donc, on avait cherché dans la zone industrielle, c'était en plein mois d'août, on avait cherché partout des surfaces. Et à un moment, je vois qu'il y a un terrain extérieur, une petite surface qui n'était pas exploitée. Là, on a été au culot voir le dirigeant qui s'appelait Marc Salinelec, et qui m'a dit des années après, il m'a dit quand je t'ai vu arriver, je me suis dit, lui, je prends ses sous, parce que de toute façon, après, il est mort, il est cuit, etc. Et le deal, c'était de dire, voilà, monsieur, j'ai ça en poche, je peux vous payer 3 mois de loyer d'une surface extérieure pour me lancer, mais pas plus de 3 mois. Est-ce que vous acceptez? C'est pour ça qu'il a pris les soins en se disant, lui, de toute façon, dans 3 mois, il est plus là. Sauf qu'en fait, on s'est développé des 400 mètres carrés, si c'était à refaire, c'est impossible sur 400 mètres carrés. C'est incroyable comment cette dose d'audace aussi par méconnaissance du marché, comment on a pu démarrer. Et après, notre business, en fait, s'est agrandi. 3 mois plus tard, on avait besoin de 1000 mètres carrés, nous les allouer. Ce qui était rigolo, c'est que plus notre activité se développait, plus la sienne, lui, était en difficulté. Donc après, on a pris 2000 mètres carrés extérieurs, un petit bout de local intérieur pour réparer nos palettes et les stocker à l'abri, et puis un petit bout de bureau. Et voilà comment on a démarré. On a eu cette souplesse de démarrer sans passer par une agence, sans passer par qui que ce soit. Du coup, pour trouver les premiers clients ou pour lancer la boîte, est-ce que vous vous êtes fait aider, je sais pas, par la région, par la ville? Est-ce qu'il y a eu des aides comme ça ou vous avez vraiment tout fait par vous-même? Hormis les 60 000 francs qui existaient pour les jeunes, là, cette subvention qui s'appelait le FDIJ, à l'époque, on n'a bénéficié d'aucune autre aide à ce moment-là, en tout cas, pour nous lancer. Et puis, tu sais, Xavier, en fait, ce qu'on faisait, moi, je triais les palettes. Mon associé Gilles Herman, donc lui, il avait eu le permis poids lourd à l'armée, donc lui, il faisait chauffeur en même temps et il triait. Comme il était asthmatique d'ailleurs et qu'il y a de la poussière de bois, moi, je les réparais aussi. Donc, on triait, on réparait les palettes. Et puis, lui, il avait le permis poids lourd, donc c'est lui qui les livrait. Et puis, entre deux, on prenait une douche vite fait, on enfilait un costume. Et à l'époque, d'ailleurs, il fallait mettre la cravate. C'était indispensable pour aller voir des clients. Aujourd'hui, on peut s'en passer. Mais à l'époque, c'était indispensable. Et on allait voir des clients tant pour collecter, parce que c'est méconnu comme produit, mais la palette, ça s'achète, même d'occasion. Elle a déjà servi, on l'achète, et même cassée encore, on lui donne une valeur. Et puis aussi des clients pour pouvoir les revendre après, une fois qu'ils étaient triés, réparés et reclassifiés par dimension, épaisseur, etc., etc. Donc, on a vraiment démarré comme ça. Et au fur et à mesure qu'on grossissait, on remettait le costume, on allait chercher un nouveau marché en appro, donc en collecte, un nouveau client pour nous les acheter, pour équilibrer sans cesse. Et pendant 1 an et demi, d'ailleurs, notre premier salarié, qui s'appelait Tony Delamare, on se rappelle de tout, les gens qui nous ont aidés, surtout, qui nous ont tendu la main, parce qu'il y en avait pas beaucoup en plus à l'époque. Pendant 1 an et demi, il a gagné plus que nous, tout en étant au SMIC, parce que du coup, en lançant notre entreprise, on n'avait pas les moyens de se sortir un salaire. Heureusement, nos femmes travaillaient, et c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer aussi. Et donc, du coup, c'était qui, justement, vos fameux clients qui achetaient ces palettes au final? C'était les industriels et qui les utilisaient pour quel type de... Mais oui, parce que il y avait un truc, quand j'étais jeune, que je me suis aperçu, c'est que la palette, souvent, quand on est un particulier, on en voit quelques-unes comme ça autour, d'un marché, 2-3 palettes qui sont laissées comme ça à l'abandon. Mais si on réfléchit bien, en fait, 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette. D'ailleurs, là, en pleine crise sanitaire, pleine crise de la Covid, on a été classé activité essentielle parce que nos palettes, si on les livre plus, les usines de nos clients s'arrêtent. Donc, en fait, toute l'industrie, ça va de la pharmacie, l'agroalimentaire, la cosmétologie, mais aussi le pétrole. On met le pétrole dans des barils, mais sous les barils pour les transporter, il y a des palettes. On met beaucoup de matières premières, de cacao, de produits souples qui vont être mis dans des big bags, mais sous le big bag, il y a des palettes. L'automobile, tous les composants qu'on servait à fabriquer un véhicule ont été livrés sur des palettes. Il n'y a que la voiture qui n'est pas livrée sur une palette. Enfin, on se rend pas compte. Même le tabac, les boissons, tout ce qui est lié au bâtiment. Enfin, 95% des marchandises transportées sont transportées sur palette. Et ça, on s'en était aperçu en disant, ce produit-là, il est pas sexy. Il y a plein de gens qui passent à côté. Comme c'est pas sexy, de palette, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est des planches et des points. Bon, voilà. Et finalement, ils sont passés pour certains à côté d'un marché qui est phénoménal, où je dis souvent avec mes associés, on sera mort avant d'en voir la fin.
Et du coup, justement, comment les concurrents de l'époque, parce que tu disais que tu avais déjà des concurrents qui faisaient un peu la même chose, comment ils ont accueilli le fait que toi, tu arrives avec tes deux associés et que tu te développes très rapidement? Alors, au tout début, quand on a démarré, il y avait deux majeurs, deux grands leaders en France, dans le reconditionnement, j'entends. Avant qu'on passe fabricant, ça a été des années après, parce que là, on est sur de l'industrie avec de la robotisation, c'est encore un autre métier dans le métier. Mais en tout cas, sur le reconditionnement, il y avait deux majeurs. Quasiment tout le monde travaillait pour eux, comme si on était sous-traitant. Et déjà, moi, je me suis dit, mais non, on n'est pas plus bête que les autres, on va travailler en direct. Voilà, on va travailler directement. Et c'est ce qu'on a fait. Fut un temps d'ailleurs, on a subi notamment de la part d'un des deux quelques pressions parce que justement on cassait les codes, on travaillait pas pour eux en leur revendant nos marchandises. Eux, ils étaient comme un grossiste et ils s'intéressaient au grand marché. Donc ils nous ont beaucoup négligés au début parce qu'on était tout petits, etc. Et justement, c'est une erreur que beaucoup de gens font dans beaucoup de domaines. Ce qu'ils ont négligé, c'est qu'on est arrivé avec la persévérance de la volonté, mais aussi un œil neuf. Et ce qu'on a constaté dans notre marché, c'est qu'en fait, il était totalement atomisé. Donc, on a démarré notre entreprise à Saint-Étienne-du-Rouvray. Puis après, ce qui a changé, c'est que contrairement à d'autres, on a ouvert un deuxième site au Mans, un troisième site, un quatrième site, un cinquième site, qui portaient d'ailleurs tous des noms différents pour éviter justement que les concurrents nous identifient. Ils avaient l'impression que c'était encore un petit qui venait de s'installer dans une région, etc., etc. Mais des tout petits, donc on passait en dehors des radars. On prenait d'ailleurs comme client, on prenait les TPE, les tout petits marchés. Parce que ça aussi, quand vous êtes gros, ça passe en dehors des radars. Toucher un gros marché, vous allez voir que dans la seconde qui suit, s'en aperçoivent tout de suite. Mais prendre une masse de petits clients, ça n'en était pas aperçu. Des petits clients qui d'ailleurs nous faisaient un bon support de clientèle. Et puis un jour, et quand on a réussi à mailler tout le territoire, ce qui était déjà inédit, personne n'avait réussi à mailler le territoire national, la France. Et ce jour-là, on a changé de nom, on s'est appelé PGS, mais ça s'appelait en fait surtout Palette Gestion Service. Maintenant, comme on est connu, on dit PGS, l'abréviation. Mais voilà. Et on s'est lancé comme ça. Et on est passé en dehors des radars parce qu'ils nous ont sous-estimé. On dit, on va cela en bleu de travail, il n'y a aucune chance, ils feront jamais rien, on n'a pas de danger, et laissons-les faire dans leur coin. Voilà. Et là, ils ont déchanté le jour où tous nos sites se sont appelés du même nom. Combien de temps ça a pris justement pour ouvrir toutes ces petites agences et puis après les mettre tous sous un même nom du jour au lendemain? Je suppose que ça a dû faire une bonne surprise à ses concurrents. Alors, comme on a démarré de zéro, par exemple, entre la première année, le premier site et le deuxième, il a fallu 3 ans. Le troisième site, il a fallu 2 ans, ça se raccourcissait. Le quatrième, il a fallu 1 an. Et d'ailleurs, la meilleure année, on a ouvert 7 centres de reconditionnement d'un seul coup. Ça s'est accéléré, hein, évidemment. Et maintenant, quand on est devenu gros et leader européen sur le marché, il nous faudrait presque quelques heures. À la rigueur, je crois que pour ouvrir un site, il faudrait surtout trouver le local. Non, c'est pas le plus dur. Bon, voilà. Et donc, ça va de plus en plus vite, en fait. Hein. À un moment, je voulais essayer de copier McDo, mais j'ai pas réussi. Ils allaient beaucoup plus vite que nous en ouverture. Du coup, donc, avec les associés, vous avez ouvert ces petits sites, vous avez créé après une marque unique PGS. Donc ça, on arrive quoi? C'est début des années 2000? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs le moment d'un grand tournant. On est né dans le commerce où on s'est aperçu qu'en fait, quand on allait voir 10 clients, il y en avait 6 à 7 sur 10 qui étaient intéressés par de la palette d'occasion, reconditionnée, remise en état. Et puis, il y en avait quand même 3 ou 4 qui, eux, disaient, moi, je suis désolé, moi, je ne peux utiliser que de la palette neuve. Soit parce que la traçabilité, par exemple, alimentaire ou dans la pharmacie, soit parce que leur ligne de production était tellement pointue et que du coup, ils acceptaient pas les tolérances qu'on trouve sur le marché de l'occasion. Et donc, ils disaient, moi, il me faut des palettes neuves. Et moi, je me dis quand même, c'est dommage parce que sur 30 à 40% de notre clientèle, on vient de perdre notre temps, c'est déplacé pour rien, j'ai rien à proposer, etc. Et c'est là qu'on est devenu en fait industriel. Parce que là, fabriquer des palettes, ce sont des usines. Ça n'a rien à voir avec le savoir-faire du reconditionnement. Et là, aujourd'hui, quand on parle d'ouvrir une usine, on parle de 15 à 30 millions d'euros déjà à mettre sur la table juste pour démarrer, avec, au moment où on se parle, beaucoup de robotisation, etc. Surtout qu'on est sur un matériau, en plus, qui est vivant. C'est pas un matériau qui est inerte. Hein. Le bois, même coupé, il continue à avoir des réactions selon le climat, selon l'humidité, etc. Il peut développer des moisissures, peut développer des champignons, etc. Et chaque essence de bois a des réactions différentes et des qualités, des défauts, des avantages et des inconvénients. Et du coup, donc, vous avez eu l'idée de devenir fabricant de palettes, c'est-à-dire vous avez créé une scierie et après une usine pour transformer les planches de bois, enfin je sais pas trop comment on appellerait ça, en palettes. Alors, c'était un peu différent parce qu'à ce moment-là, en plus, on était sur un marché qui avait déjà en France beaucoup de capacité de production et sur un métier
qu'on ne connaissait pas du tout. Moi, je suis pas né dans la technique. En plus, tout ce qui est technique, d'autant plus me passionne pas. Donc, j'ai pas trop envie d'apprendre quand ça me passionne pas. C'était peut-être le problème de l'école. Hein, d'ailleurs, voilà, quand ça me retient pas mon attention, que ça me passionne, j'ai pas trop envie de retenir et d'apprendre, encore moins de m'investir. Et donc, comme c'était un métier très technique, ce qu'on a décidé, c'est de faire de la croissance externe. Et comme là, on avait une petite 7 ans, 7-8 ans, et on accumulait des bénéfices toujours pour les réinvestir au développement de l'entreprise. Hein, ça a toujours été notre philosophie. On a toujours été rentable. C'est comme ça qu'on s'est financé, qu'on a limité notre dépendance bancaire aussi. Et donc, on a commencé par faire une première opération de croissance externe, surtout pour avoir à la fois immédiatement les capacités de production, mais aussi les ressources humaines. Parce que moi, sans femmes et hommes, je sais rien faire. Et on ne se serait pas développé. Donc, l'humain a toujours été au centre de nos préoccupations. Et voilà. Et donc, une première opération de croissance externe, on a beaucoup appris. Et puis après, une deuxième, une troisième. Après, Xavier t'a parlé, par exemple, des planches. Donc après, notre développement, c'est beaucoup de bon sens. Parce que quand vous devenez de plus en plus gros et que vous êtes dépendant de vos fournisseurs de planches, à un moment donné, un entrepreneur, il veut toujours limiter les phénomènes de dépendance. Il veut sa liberté, en fait. Soyons clairs, un entrepreneur, il se bat pour conserver le maximum de liberté au fur et à mesure qu'il développe son entreprise. Et donc, c'est que du bon sens, parce qu'à un moment, on s'est dit, il faut intégrer aussi le métier, c'est un autre métier, de la scierie. Donc, on est devenu sieur, et puis après, on est devenu même exploitant forestier, on est propriétaire de quelques forêts aussi, pour se garantir de la matière première, parce que j'ai toujours pas trouvé, malgré nos recherches et développements, comment on peut fabriquer des palettes en bois sans bois. Je sais pas faire. Voilà. Donc, il a fallu, en fait, se prémunir, pas être dépendant pour ne pas manquer de matières premières pour fabriquer nos palettes en bois. Parlant des matières premières, du bois, je sais que la gestion des forêts, l'approvisionnement en bois en France, c'est parfois un problème, notamment pour les palettes. Il y a des sujets ou de l'approvisionnement dans des pays d'Europe de l'Est, si je me trompe pas. Donc ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, ce serait quid des palettes en plastique? Oui, alors ce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs, justement, c'est une belle opportunité que tu me donnes aujourd'hui, Xavier, c'est que déjà en Inde, nous ne touchons jamais aux forêts naturelles, les forêts dans lesquelles on va courir, balader notre animal de compagnie, notre chien, etc. Nous, on touche qu'aux forêts de production. D'ailleurs, on dépend, nous, PGS, du ministère de l'Agriculture. C'est pas pour rien, nous sommes des agriculteurs. Ça veut donc dire que ce matin, quand on a coupé un arbre pour fabriquer nos planches, ça vient de forêts de production. Comment on les identifie d'ailleurs, c'est clair, parce que souvent le particulier, le consommateur, il dit « Oh, regarde comment cette forêt elle a été plantée, c'est pas beau parce que c'est tout droit, etc. » Mais c'est justement parce que nous sommes des agriculteurs, on a planté droit pour pouvoir récolter facilement. Voilà les forêts de production. En fait, c'est notre métier de planter et de récolter. Quand on a coupé un arbre ce matin, on en a replanté 2. J'extrapole ce soir parce qu'il faut nettoyer le terrain, déraciner, etc. On en a planté 2 parce qu'on va laisser pousser pendant 10, 12, 15 ans les 2 ensemble, puis à un moment, on va en couper un qui va partir, non pas pour fabriquer des palettes, mais pour faire de la cogénération, de l'alimentation en énergie, pour faire du papier, papeterie, etc. Et nous, on va laisser pousser l'autre. C'est pour ça qu'on coupe le premier, parce qu'au début, on a planté de manière densifiée, proche l'un de l'autre. Et puis, quand on va en couper un, l'autre va grandir. Et nous, on récolte au bout de 30, 35 ans. Ma récolte, c'est dans 30-35 ans. Alors, on parle beaucoup du plastique, comme tu as fait, Xavier, mais il faut savoir que le plastique, c'est un gros lobbying. C'est fait à base de produits pétroliers, le plastique. Donc, il y a beaucoup de moyens financiers et ça représente 2,7 de part de marché. La palette bois, en France, c'est 94% du marché. Parce qu'on n'a rien trouvé de mieux au niveau écologique, du début à la forêt jusqu'en fin de vie. Tout est recyclé, tout est revalorisé. On n'a rien trouvé de mieux. C'est réparable. Et au niveau rapport qualité-prix, on n'a rien trouvé de mieux non plus. La palette plastique, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est 2,7% de part de marché et on l'utilise que pour certaines applications. Voilà. C'est pas quelque chose qui est généralisé. On en voit, mais ça coûte beaucoup plus cher. Si on la casse, il y a un problème d'ailleurs, parce que là, faut payer pour la recycler. Il y a un problème de coût. C'est pas une palette qui est réparable, parce qu'elle est souvent d'ailleurs monobloc. Et puis, comme elle vaut un certain prix, à partir en plus de ressources qui sont plutôt des ressources fossiles, c'est donc pour ça qu'elle a du mal à prendre de l'essor. Le bois est vraiment dominant. Je pense que justement, c'est bien que tu en parles. C'est intéressant pour les gens qui écoutent de bien comprendre ce monde de la palette, parce que c'est typiquement le genre d'objet qu'on croise quasi tous les jours, mais on ne sait pas d'où ça vient et comment s'utiliser. Donc, je pense que la précision est importante. Oui, puis c'est un produit de proximité. Ce qui est important aussi, c'est que, en fait, pourquoi j'ai créé un maillage, c'est parce que on s'est aperçu que le marché était totalement atomisé, avec des fois des palettes qui traversaient toute la France, de Bordeaux à Lille, et j'ai plein d'autres exemples. Et nous, on s'est dit, mais non, déjà quand on était jeune, on avait cette fibre écologique. Alors quand vous vous lancez en plus dans le bois,
croyez-moi que vous agissez de manière particulièrement responsable. Quand je vous ai parlé, nous, ce qu'on plantait aujourd'hui, on le récolterait dans 30-35 ans. Je serais certainement plus là pour le voir. Donc, vous imaginez comment on agit de manière responsable. Du coup, l'analyse, c'était aussi se dire, mais on va pas faire traverser des palettes, d'autant que toute la France, parce que d'autant que sur un camion, on en met 500-600, c'est très peu. Le bois, quand c'est un arbre, c'est un billon qui est coupé, qui sort de forêt, c'est pareil. On en met très peu, il y a beaucoup d'air, il y a beaucoup c'est du volume. Et c'est pour cette raison qu'on a dit, on va construire un maillage sur tous les territoires, dans toutes les zones géographiques de France, pour pouvoir travailler sur des zones courtes, ce qui a vraiment du sens. Dans tout ce qu'on fait, ce qu'il faudrait d'ailleurs, je crois que dans le monde dans lequel on vit, c'est de ramener beaucoup de bon sens parfois, juste du bon sens. Et c'est comme ça qu'on a fait notre maillage de la proximité sur un produit qui se transporte pas bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à un moment donné, on va à la conquête de l'étranger, parce que quand on est devenu leader français, ça devient même trop dangereux encore, et d'être dépendant que d'un seul marché, le marché français, si on veut rendre pérenne notre entreprise. C'est pour cette raison qu'on est parti se développer à l'étranger. Justement, vous êtes parti vous développer à l'étranger à partir du moment où vous avez commencé à acquérir des scieries, ou vous êtes parti à l'étranger dès le moment où vous avez commencé à avoir plusieurs agences sur le territoire français? Comment vous avez commencé? En fait, c'est vraiment step by step, donc étape par étape. À chaque fois, voilà, on a démarré reconditionneur, on est devenu fabricant, après on est devenu scieur parce qu'on avait besoin de s'assurer de la matière première des planches, après on s'est intéressé à la forêt parce qu'on avait besoin de s'assurer de la matière première, donc des arbres à exploiter, etc. Et puis à un moment, comme je viens de le dire, on est devenu leader en France et ça devenait trop dangereux. Imagine, tiens, Xavier, une énorme crise, mais qu'en France, non pas mondiale, et d'un seul coup, notre entreprise qui fait travailler pas mal de personnes, de collaboratrices et de collaborateurs, mais donc de famille, pourrait donc être malmenée, voire même mettre un genou ou deux genoux à terre. Et donc, c'est juste un principe de bon sens et de bonne gestion de se dire à un moment, et pour limiter ce phénomène de dépendance, pour se rendre plus fort, il faut qu'on sorte de notre pays. Pas facile d'ailleurs quand vous avez quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études et qui parlait déjà pas bien anglais. Vous voyez, alors après, moi je dis toujours, il suffit de bien s'entourer. Rien n'a été une barrière pour moi, jamais rien. Et donc on est parti. Alors quand vous êtes français et que d'un seul coup vous dites il faut que je sorte du pays, il y a un gros atout à ça, c'est que dans le monde entier tout le monde utilise des palettes et que vous retrouvez le choix. Donc on s'est dit, on va aller d'abord déjà en Belgique, en Espagne, dans des pays frontaliers et des pays assez faciles, plus faciles pour nous à conquérir que dans des pays qui peuvent être éloignés ou plus compliqués. Sachant que le plus compliqué pour nous, c'est de bien apprendre et assimiler la culture du pays. C'est très important ça. Vous avez fait comment? Par croissance externe du coup? Alors à l'étranger, oui, pour aller plus vite, toujours aussi, parce que à chaque fois qu'on fait une opération, ce que je regarde le plus au début, c'est pas la partie financière, etc. C'est la composition de l'entreprise au niveau de ses ressources humaines. Parce que ce que j'ai besoin, c'est de capitaliser du savoir. Et plus on agrège d'entreprises dans notre périmètre, plus on accumule du savoir, parce que comme on était sur un marché atomisé, c'est pareil partout en Europe et dans le monde entier, du coup le savoir, il est sur un site, sur une zone géographique, parce qu'en plus on n'est pas sur un marché où les gens communiquent beaucoup, font visiter leurs entreprises, c'est pas dans les us et coutumes. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a agi par croissance externe à chaque fois, en trouvant des bonnes cibles, dont la priorité, c'était de savoir est-ce qu'en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a des complémentarités, et surtout en termes de valeurs, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Parce que si vous partagez pas les mêmes valeurs, vous pouvez faire tout le chèque ou le virement que vous voulez pour acquérir l'entreprise, peu importe le montant, en tout cas, vous allez être obligé de faire une révolution. Si vous partagez les mêmes valeurs, le même état d'esprit, il n'y aura pas de révolution. C'est juste agréger des complémentarités des savoir-faire. Donc ça, l'export, le début de l'export, c'est quoi? C'est début des années 2000, mi-année 2000? C'est à partir du moment où vous êtes devenu leader en France? C'était même encore plus tard. En 2000, on est devenu fabricant. En 2009, on est devenu scieur. Donc là, on a intégré le métier de la scierie. Donc là, c'est pas très vieux. Et puis, à compter de 2014-2015, ça s'accélère le phénomène. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on sorte de notre pays. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu conquérir maintenant la Belgique, l'Espagne, mettre un pied au Maroc, parce que l'Afrique est un continent en plein développement et où la palette va prendre encore plus son sens dans les 10 prochaines années. Mettre un gros pied aux USA pas plus tard que l'année passée, en 2019, pardon, mais en 2021 maintenant. Donc, il y a 2 ans. Voilà. Aussi beaucoup dans les pays de l'Est, parce qu'on s'approvisionne beaucoup dans les pays de l'Est en matières premières, donc en Lettonie, en Ukraine. Et voilà comment on se développe. Et là, bientôt, au moment où on se parle, donc très peu de temps, on part à la conquête, du moins, d'un nouveau pays européen encore.
Malgré la situation sanitaire, ça montre qu'on peut quand même faire des choses. Alors, moi, une question qui me vient en tête tout de suite, là, tu parles des États-Unis. C'est quand même un marché hyper concurrentiel, c'est du grand export. Qu'est-ce qui t'a poussé, avec tes associés à vouloir se lancer aux États-Unis? C'est quand même un sacré challenge, non? Oui, mais si tu veux, Xavier, j'ai eu une fois fait sourire un de mes collaborateurs où je disais, tiens, on va aller s'implanter à tel endroit en France, mais c'est pareil à l'étranger. Et justement, il m'a dit, ah, c'est hyper concurrentiel, il y a plein de concurrents. J'ai dit, pourquoi? Parce que tu veux que j'aille m'implanter dans la Creuse où il y a personne. Et j'ai dit, justement, on va s'implanter là où il y a le plus de concurrence. C'est exactement ça, avec nos méthodes qui sont quand même différentes de nos concurrents. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va vite, parce que si je vais m'implanter dans la Creuse, on sait tous que c'est pas là où il y a le plus d'industrie, et nos clients sont des industriels. Donc certes, il n'y a pas de concurrence, mais là où il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Et donc, le but, c'est d'arriver avec de nouvelles méthodes qui sont propres à notre groupe et qui nous permettent d'aller plus vite que certains confrères et concurrents. Puis après, le but aussi, c'était la même question. C'est-à-dire, à un moment, on se développe en Europe, on est devenu leader européen, même s'il nous reste des pays à couvrir en termes géographiques, mais aussi à conquérir. Et l'idée, c'était de dire, ouais, mais si un jour, tiens, c'est l'Europe qui va plus du tout, ben, il faut qu'on change aussi de continent. D'où le fait de mettre un pied d'ailleurs au Maroc pour commencer à ouvrir une voie vers l'Afrique et puis d'aller aux USA avec nos méthodes européennes. D'ailleurs, beaucoup d'industriels se plaignent quand on est en France et en Europe des normes. T'entends souvent parler de ça, des normes en France draconiennes, etc. Souvent d'ailleurs, les normes draconiennes sont même encore plus draconiennes que les normes européennes. C'est-à-dire que le français va pousser encore plus loin et se met encore plus de barrières et d'embûches. Et moi, c'est ce que je dis, dès qu'on a le plaisir de sortir de France et d'Europe, mais notre savoir-faire, là où on a eu beaucoup de difficultés, pourquoi on est meilleur que les autres? C'est parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à surmonter, notamment pour être toujours bon en termes de productivité et de rentabilité, malgré des normes très poussées dans notre pays et en Europe. Ah, du coup, quand tu arrives aux USA, mais t'es meilleur en termes de productivité que les autres, parce que là-bas, sincèrement, leur vie est plus facile que la nôtre. Et comme c'était facile, bah, quand on est dans la facilité, on cherche moins à s'améliorer. Voilà. Alors que nous, on est dans un processus continu, toujours d'amélioration. Moi, la question qui vient en tête là aussi également, c'est donc tu as commencé avec tes deux associés à toi-même nettoyer les palettes et avec ton ami conduise le camion jusqu'à ouvrir une filiale aux États-Unis, ouais, on va dire 25 ans après. C'est quand même un sacré chemin et je me dis en fait, c'est pas du tout le même métier quoi, d'être trois associés à passer à une grosse ETI. Je suppose que du coup, c'est vraiment, enfin, ton quotidien a complètement changé. Comment tu as géré ça, le changement d'échelle de la structure, le fait que bah, du coup, tu sois plus forcément là à trier les palettes, mais plutôt à faire on va dire de la gestion. Comment tu as fait la transition? En fait, c'est au fur et à mesure que l'envie croît, que la société croît également. Hein, c'est que quand on a démarré, première année, on était 3, deuxième année, on était 7, 3 ans plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ouvert un deuxième centre de reconditionnement. Ça veut dire qu'un des 3 associés, Michael, lui est parti vivre là-bas pour ouvrir le deuxième centre. Et puis, bah, l'entreprise n'a cessé de grandir, de grandir, de grandir. Donc, en fait, on agrège des compétences dans nos opérations de croissance externe. Celles et ceux qui travaillaient pour une unité de production, celle qu'on a acquise, ben, à un moment donné, se sont vus élargir leur horizon en disant, ben, toi, demain, tu peux sortir, tu peux aller là-bas, tu peux aller dans un autre pays, etc., etc. Quand j'étais gamin, d'ailleurs, je jouais à 2 jeux. Un qui m'a énormément servi, c'est aux échecs. Parce que les échecs, si on veut être bon aux échecs, il faut anticiper le coup de l'adversaire. Donc, il faut comprendre le mode d'emploi et le raisonnement de la personne qu'on a en face de nous. Et puis un autre jeu qui était un jeu un peu de guerre et de stratégie et de conquête qui s'appelait Risk. Et finalement, ces 2 jeux-là, je me suis aperçu que j'étais plutôt très bon aux 2 et ça m'a beaucoup servi dans ma vie parce que ça m'a permis justement, c'est un peu comme une guerre commerciale, aller conquérir un nouveau pays, un nouveau marché, comment t'arrives, par quoi tu démarres, à quel endroit tu t'implantes, comme une guerre en fait, hein, mais un jeu de stratégie. Hein, on va le prendre plutôt de manière amicale et pacifique, mais comme un jeu de stratégie. Et du coup, est-ce que tu penses que tu parlais beaucoup de valeurs et d'enracinement dans la région, est-ce que tu penses que c'est ces valeurs-là qui t'ont permis, toi et tes associés, de réussir dans ce projet un peu fou au départ, de créer le groupe PGS et de devenir leader européen? Entre autres, parce que si tu veux, déjà, la première valeur, et celle-là marche dans tous les domaines que mon père m'a transmis, qui est celle du travail. Premier point. Moi, je dis, on a le droit d'échouer. On a le droit d'échouer. On ne réussit pas tout dans la vie, y compris dans ses idées, dans ses projets. On a le droit d'échouer, mais à une seule condition, c'est que déjà, on est tout fait pour réussir. Donc, le premier règle, le travail, le travail, le travail. Après, l'enracinement. Au fur et à mesure de la croissance de PGS, plein de gens m'ont dit, mais va à Paris, fais-toi le siège social à Paris. Mais j'ai dit, non, moi,
je suis bien là, c'est grâce à la métropole de Rouen, l'agglomération, mais à la Normandie qu'on a pu démarrer, se lancer, croître, etc. Moi, je reste très fidèle à mes relations humaines, très fidèle à mes valeurs, mais aussi très fidèle à mon enracinement territorial. Donc, c'est pour ça que le siège social est toujours à proximité de Rouen. Là où on a démarré, on n'a pas bougé, et je vois pas l'intérêt d'aller à Paris pour avoir un siège social d'apparence plus jolie, certainement plus cher. Donc, moi, je suis bien là où je suis. Je suis surtout reconnaissant au territoire qui nous a donné l'opportunité, même si c'est le fruit de notre travail évidemment, mais qui nous a donné l'opportunité de pouvoir nous lancer, etc. Et les quelques mains tendues de l'époque, je trouve ça bien de rendre aussi à son territoire, à son pays, de rester fidèle à ses valeurs françaises et moi surtout normande, d'autant plus que la Normandie s'est réunifiée il y a 4-5 ans maintenant. Pour revenir juste sur le changement d'échelle de PME à ETI, parce qu'on entend souvent beaucoup que c'est le problème en France pour le changement d'échelle et que certains entrepreneurs ou chefs d'entreprise ont un peu peur de ce changement d'échelle parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Est-ce que tu pourrais, pour nous dire en quelques mots quelles sont les contraintes principales de passer d'une PME à une ETI? Est-ce que c'est vraiment très, très compliqué? Ce sont de grandes étapes qu'il ne faut donc pas louper, ça c'est clair. Le point le plus important, c'est déjà le dirigeant. Il y a parfois même des dirigeants qui ne s'en sentent pas capables. Et j'entends parfois des dirigeants qui disent « moi je reste comme ça, je reste à telle échelle parce que voilà ». Je pense que d'ailleurs c'est souvent une barrière psychologique parce que moi je me suis jamais mis de barrière psychologique. Ça veut donc dire que s'il y a une opportunité, pourquoi je m'y intéresserais pas? Après, il faut structurer sans cesse. C'est sûr que je suis passé de la TPE à la PME, à l'ETI qui devient international aussi, qui part à l'étranger. Avec, au début, quand on était TPE, mes collaborateurs me voyaient tous les jours. On n'avait qu'un site ou deux, ça allait. Puis quand on commençait à mailler le territoire, je les avais toutes les semaines au téléphone. Et là maintenant, il y en a qui ne m'auront pas du mois entier au téléphone ou qui me verront pas. Donc ce sont des étapes aussi. Alors comme on a toujours travaillé autour des ressources humaines, autour de l'humain. Pour certains, ça n'a pas été des étapes faciles à passer. Quand vous créez, on est presque comme dans une famille soudée depuis très longtemps. On se voyait tous les jours, on s'appelait tous les jours, ou toutes les semaines après, tous les mois. Et puis finalement, on se perd un petit peu de vue aussi parce que quand on s'en va à l'étranger, ça prend du temps, etc., etc. Donc il faut bien développer les services supports qui vont autour, notamment le service RH, mais surtout toujours s'entourer de personnes, de collaboratrices et de collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que nous. Parce que sinon, plus on grossit, plus on va rajouter d'étages et de couches, plus là, l'entreprise peut perdre son ADN. Vous voyez, nous, pour accéder, tu vois Xavier, pour accéder à moi-même aujourd'hui ou à mes plus proches collaborateurs, au CEO de l'entreprise, etc., il y a 4 niveaux seulement. Il y a 4 niveaux. Donc ça va très vite, donc on décide très vite. On peut toujours, moi j'ai toujours dit, à n'importe qui dans l'entreprise, un cariste, un ouvrier peut demander à voir le président sans aucun problème. Et je ferai toujours en sorte que d'ailleurs son N+1 ne vienne pas lui faire le moindre reproche, sinon c'est lui qui serait en difficulté, vous voyez, parce que on travaille beaucoup autour du dialogue, de la proximité, dialogue. Si vous donnez votre parole, bien la tenir. C'est ce que moi aussi m'a appris mon père. Du coup, quelle est entre guillemets la tâche qui te prend le plus de temps en tant que justement un dirigeant d'une grande ETI internationale? C'est dans une semaine classique, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? C'est la gestion des ressources humaines de l'humain ou c'est la gestion, aller voir des clients? Alors, au moment où on se parle avec une bonne 60aine de sites maintenant en France et à l'étranger, etc. Donc, ce qui me prend moi le plus de temps, mais c'était pas comme ça au début, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, en bleu de travail pendant 5 ans. Moi, j'ai trié, j'ai réparé les palettes moi-même de mes mains, comme mon associé lui les livrait en camion. Ce qui me prend le plus de temps, en fait, c'est moi, je suis plus maintenant dans la croissance internationale, c'est-à-dire des opportunités, dans quel pays, la stratégie, dans quel pays on veut s'implanter, etc. Aller vous visiter et voir des opportunités d'entreprises qu'on pourrait racheter, découvrir de nouveaux marchés, accaparer la culture d'un nouveau pays, ça c'est très long pour nous, parce que aujourd'hui, ce qui est déterminant toujours, c'est le feeling. Jusque-là, mon instinct dans mon métier premier de la palette ne m'a pas trompé, ni moi ni mes associés, donc on marche beaucoup à l'instinct. Ça peut paraître atypique, mais c'est comme ça. On marche beaucoup à l'instant. Donc, ce qui me prend du temps, c'est ça, évidemment. Et ce qui prend du temps aussi, c'est tout l'aspect financier. Parce que entre les 20 000 francs que j'allais chercher, que j'ai expliqué au début, et maintenant, quand on parle en dizaines de millions d'euros dès qu'on fait un investissement, la partie financière, structurée aussi, ça prend du temps parce que c'est plus aller faire un prêt classique auprès de son banquier.
Des banquiers, on en a plusieurs, donc c'est au pluriel. On a aussi des fonds d'investissement dans notre capital pour nous épauler. On a BPI-France aussi à nos côtés pour nous épauler, pour notamment aller à l'international. Les montages financiers à l'international sont différents d'ailleurs que beaucoup de nos banques, qui ne sont que des banques françaises pour beaucoup, et qui n'ont pas d'implantation ou de représentation à l'étranger. Donc voilà, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est plus lié au développement. Le RH aujourd'hui, évidemment, quand je fais des belles rencontres, c'est arrivé il n'y a pas longtemps que j'ai l'opportunité de rencontrer un jeune de 21 ans qui m'a paru être vraiment exceptionnel, avec un niveau de maturité exceptionnel pour son âge. Il cherchait un travail, on n'a pas su exactement ce qu'on allait lui donner à faire, mais en tout cas, on l'a embauché tout de suite en se disant, là, on vient d'avoir une pépite et il vient d'arriver dans notre groupe, j'en suis très content. Donc, on saisit des opportunités. Mais moi, je suis plus sur le développement maintenant. Le RH est bien structuré avec des gens qui conservent l'ADN et les valeurs du groupe. Justement, j'allais te poser la question, et maintenant le groupe PGS, c'est quoi les projets dans le futur? Et puis pour Jean-Louis Louvel, qui est manifestement un homme de défi et de challenge, quels sont aussi pour toi tes projets dans le futur? Alors, c'est simple parce que tu me donnes là l'opportunité d'expliquer aux auditeurs de bien faire la distinction entre des entrepreneurs, et il y en a plein en France, et des hommes d'affaires. Et moi, je dis, la distinction, elle est assez facile parce que un entrepreneur, il entreprend, ça veut dire qu'il bâtit, construit. Mais quand on bâtit et qu'on bâtit bien, ça veut dire qu'on bâtit sur le temps, la pérennité. C'est-à-dire que nous, on est sur un temps long. C'est-à-dire, on ne construit pas une entreprise pour dire je vais la revendre. On construit une entreprise pour qu'elle soit pérennisée parce qu'on se sent responsable des collaboratrices, des collaborateurs, des familles que l'on fait vivre, etc. Et des gens qui nous ont fait confiance d'ailleurs. On est sur un temps long. Un homme d'affaires, c'est simple. D'ailleurs, il y a aussi des femmes, mais un homme d'affaires, il est là pour faire des affaires. Ça veut dire que pour moi, ce distinguo, un homme d'affaires, il va se lever demain matin pour amasser plus d'argent qu'il n'en avait la veille. Peu importe d'ailleurs la méthode. Un entrepreneur, lui, il veut bâtir et c'est pas l'argent qui l'obsède quand il veut bâtir. Donc, les entrepreneurs, souvent, ne sont pas des capitalistes, ce sont des gens qui, en plus, ont cette obsession de transmettre et cette volonté de transmettre dans le temps. Parfois à sa famille, mais sinon à ses collaborateurs, à ses associés, etc. Mais que ce soit quelque chose de pérenne qui soit construit. Et donc, nous, notre but au niveau de PGS, en tout cas, c'est sûr, c'est de continuer à se développer, beaucoup à l'étranger. Comme je disais en rigolant tout à l'heure, on sera mort avant d'avoir le bout, tellement il y a de pays à conquérir. Et en plus, nous, c'est une conquête qui est physique, c'est-à-dire on n'est pas sur du virtuel, comme parfois certaines startups qui peuvent conquérir le monde entier. C'est à nous, il faut qu'on implante une usine, il faut qu'on crée une usine de toutes pièces dans un pays qu'on connaissait pas avec une culture qui est différente. Donc ça, c'est plus long. Après, sur mes choix personnels, alors maintenant j'ai 54 ans. Quand la cinquantaine est arrivée, je n'avais avant que d'obsession que PGS et le développement de notre entreprise et de la pérenniser dans le temps et de conquérir de nouveaux marchés, de nouveaux pays. Et le but, c'était de dire à la cinquantaine, la quête de sens aussi. Et comme je suis pas un capitaliste, c'est de dire maintenant comment je peux rendre à mon pays. Comment je peux rendre à mon pays, c'est pas moi qui vais changer les choses, Jean-Louis Louvel. Mais en tout cas, à l'échelle de notre région, je peux devenir un acteur économique qui donne envie par ces témoignages, mais qui contribue aussi à aider des jeunes. Parce que nous, quand on était jeunes, on nous a pas beaucoup tendu la main à aider, et encore financièrement. Heureusement qu'il y avait M. Doroth, mais c'était quand même le 17e banquier qu'on voyait. Donc, c'était pas facile. Et donc, on a créé, par exemple, avec un autre ami associé, et toujours mes associés d'origine, un accélérateur à start-up ou à jeunes entrepreneurs où on va jusqu'au financement. Mais avant d'aller jusqu'au financement, surtout, on transmet notre savoir, notre expérience, nos réseaux. Moi, il m'a fallu du temps pour avoir des réseaux, parce qu'on vient pas trop vous serrer la main quand vous êtes en bleu de travail pour trier et réparer des palettes. En plus, autour de la palette, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, on a créé cet accélérateur, N pour Normandie, évidemment. Et le but, c'était de se dire, ça a toujours été dans mes valeurs de bon sens. Pourquoi aller chercher loin ce qu'on a près de chez nous? Et donc, ce qu'on entreprend en dehors de PGS, on applique la même règle. Pourquoi aller le faire loin? Parce qu'on va en faire moins avec le capital temps qui nous est à chacun imparti, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Et du coup, restons à l'échelle de la Normandie où il y a fort à faire. Et puis en plus, si demain quelqu'un a un souci ou quelque chose, on est très réactif parce que on est sur une échelle à taille humaine. La Normandie, à 1h30, vous vous déplacez jusqu'au bout de la Normandie, sans aucun problème. Voilà. Et donc, le but, c'était ça. C'était aussi, je me suis retrouvé dans le sport, autour d'un sport qui me va bien, parce que c'est un sport collectif, c'est le rugby, où on m'avait dit aussi,
Ah bah, va pas là-dedans, ça se gère pas comme une entreprise, c'est le monde sportif. En plus, t'as jamais joué au rugby, tu connais rien, tu vas te planter. Vulgairement, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, en tout cas, aujourd'hui, l'équipe, on a réussi à la monter avec un travail collectif encore. Évidemment, des joueurs, des coachs, des entraîneurs, mais aussi de ses présidents et de la manière qu'on a structuré ce projet-là, de monter l'équipe en Pro D2, ce qui est la première fois de toute l'histoire de la Normandie d'avoir une équipe de rugby dans le nord de la France et en Normandie. Donc voilà. Donc je m'aventure dans des projets toujours pour montrer qu'en fait, avec un œil neuf, beaucoup de travail, bien entouré, peu importe le domaine, on peut réussir. Et puis tant bien même si on échoue, bah c'est pas grave, on n'en meurt pas, hein. C'est pas plus compliqué. Et justement, donc pour l'accélérateur, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont basés en Normandie, qui sont intéressés, comment ça se passe pour postuler? Il y a un site internet, il y a... Alors, ils nous contactent parce que justement, comme on est dans une région à taille humaine, N-Factory maintenant est connu, on n'a jamais eu besoin de faire un appel à projet ou autre chose. Les jeunes viennent nous voir. En plus, tu sais, c'est des petits marchés. Les jeunes, quand ils créent une entreprise, comme maintenant on est dans un monde où on communique beaucoup et ils se parlent beaucoup, surtout sur les moyens de financement aussi. Bah, du coup, ils citent notre nom et ils nous contactent, ils nous trouvent sur le net, ils nous contactent, ils nous appellent. Beaucoup nous contactent aussi, tu sais, maintenant, soit par LinkedIn, soit par Messenger, soit par WhatsApp, soit par où ils trouvent nos coordonnées et le moyen de nous envoyer directement leurs coordonnées. Et puis après, on prend le temps de les recevoir. Mais alors, le temps de les recevoir, la méthode de Monsieur Doroth que j'ai expliqué, le fameux 17e banquier, non pas la méthode du pitch qui dure quelques petites minutes. Parce que moi, je sais pas découvrir un homme, une femme, une équipe, donc découvrir l'humain en quelques minutes. Le plus grand facteur de succès d'un projet, c'est l'humain. C'est pas le projet. C'est la preuve en est. Est-ce que, tiens, la palette, c'est pas un produit super sexy, mais si c'est un projet bien porté, on peut faire quelque chose de bien. En revanche, j'ai vu de très très beaux projets, mais mal portés, bah, ils ont été dans le mur. Donc, pour nous, c'est l'humain. Et donc, on prend 1h30 pour les recevoir, les découvrir, et j'applique la même méthode, c'est d'où tu viens, explique-moi ton projet, comment tu as eu l'idée, puis après on regardera ton business plan et ton executive summary tranquillement. Mais c'est vrai, moi je peux témoigner que c'est moi qui t'ai contacté via LinkedIn pour te proposer cet entretien, et tu as été quelqu'un de très disponible, qui m'a répondu assez rapidement, et c'est très appréciable, et c'est très rare de voir des gens comme toi qui dirigent une très grosse entreprise être aussi disponible, donc ça je tenais à te remercier aussi publiquement. Oui, mais tu vois, Xavier, ça fait partie de cette envie de transmettre et de comment je peux contribuer au développement économique de notre pays et de mon pays. Ben, c'est justement en témoignant, en apportant mon témoignage. C'est pas pour me faire connaître, hein, je vendrai pas plus de palettes parce que j'apporte mon témoignage, hein, voilà. Mais par contre, c'est cette envie, peut-être que là, ne serait-ce qu'un seul auditeur qui se dira, eh ben tiens, ça me donne un déclic, ça me montre que c'est possible. Surtout quand on veut entreprendre en France, on a tellement de barrières. On aura tellement de gens, même par bienveillance, par amitié, de membres de notre famille qui vont nous dire « mais te lance pas là-dedans, tu vois pas les risques que tu prends, reste salarié ou autre ». On n'est pas dans un pays qui incite vraiment au développement de l'entrepreneuriat, c'est pas culturel. Et donc, par mon et mes témoignages, peut-être qu'il y a là, aujourd'hui, qu'un seul auditeur qui dira « moi, ça me donne envie, j'y vais » et le go. Et on en reparlera plus tard. Il en suffit d'un et on aura passé un très bon moment. Justement, on arrive au terme de cet entretien, et la dernière question que je pose habituellement, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne sait pas trop par où commencer, quel serait le conseil que tu lui donnerais? Alors, de pas oublier déjà celui de mon père et qui marche bien dans tous les domaines, travail. Ça, c'est clair. Et puis aussi et surtout, et là, c'est une perception où je dis la frontière est mince et difficile des fois. Elle est parfois même difficilement perceptible entre la persévérance, un peu l'histoire de Monsieur Doroth. Si tu t'arrêtes au bout du 5e banquier qui te dit non, ou du 10e, ou du 15e, bah, mon projet, on serait pas là en train de se parler aujourd'hui et on n'aurait rien fait. Si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit, oh non, te lance pas, tu vas tomber, tu vas te planter, ou tu n'arriveras même pas à gagner ta vie, etc., même par amitié qui m'ont dit ça, bah, j'aurais rien fait encore une fois. Donc, quand vous croyez à un projet, allez-y. Mais par contre, faites bien la différence entre la persévérance et l'obstination. C'est là que la frontière est mince, parce que l'obstination vous emmènera dans le mur. La persévérance vous permettra de réussir. Jean-Louis, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et puis pour le message rempli d'optimisme que tu nous as transmis aujourd'hui. Je trouve Merci, que c'est vraiment... Xavier. C'est un plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour les projets de PGS et puis aussi pour tes projets personnels. À très bientôt, avec grand plaisir. Merci. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant.
N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!